Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce rendez-vous avec Hubert Reeves qui vient nous voir à peu près tous les 2 ans. Alors je sais qu'il y a malheureusement des gens qui n'auront pas eu de place ce soir. Il faudra pousser les murs, monsieur le directeur des Champs Libres qui est quelque part par là. Il va falloir agrandir la salle. Qu'est-ce que vous voulez? Quand Hubert Reeves vient, il n'y a jamais assez de place. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Je voulais aussi vous dire que cette conférence est retransmise en direct sur le site de l'Espace des Sciences. Vous tapez Espace des Sciences et vous tombez sur le site, il n'y a pas de problème. Et puis, elle sera retransmise aussi sur TVR 35 en différé à 22h. Et je pense qu'il y aura de multidiffusions. Donc, si vous avez envie d'une petite piqûre de rappel, ce sera possible. Ce que je voulais vous annoncer aussi, dans notre actualité de l'Espace des Sciences, c'était vous dire qu'il y a une animation spéciale que je dois vous annoncer pour le mercredi 22 janvier, c'est-à-dire demain. Qui aura lieu au laboratoire de Merlin de 14h à 18h. Alors exceptionnellement, l'animateur qui vous présente des manipulations et des choses comme ça au laboratoire de Merlin, eh bien l'animateur de l'Espace des Sciences fera son animation avec des membres de la frégate anti-sous-marine, la Motte Piquet. C'est une frégate qui est parrainée par la ville de Rennes depuis 1988. Alors, ils aborderont ensemble le thème de l'air à hier, en s'appuyant sur l'expérience de la vie à bord du bateau. Prenons l'air avec la frégate, c'est demain de 14h à 16h, c'est gratuit et vous pouvez réserver au 02 23 40 66 00. Voilà, j'ai fait ma petite annonce pour mes amis du labo de Merlin. Je vais la faire maintenant pour Nicolas Guillas qui anime les cafés des sciences. Alors, il y en a un jeudi, un café des sciences au Champ Libre, c'est à 18h30, l'entrée est libre et gratuite. Et là, ça se passe un peu plus sous un dialogue avec des scientifiques. Et là, Nicolas a choisi de parler des tremblements de terre, parce qu'il y a eu quand même plusieurs tremblements de terre qui ont secoué les régions de Vannes et de Brest sans faire de dégâts, bien sûr, heureusement, entre le 10 octobre et le 12 décembre 2013. Alors, les sismologues ont recueilli 1200 témoignages dans toute la Bretagne. Que s'est-il passé et pourquoi? D'autres secousses sont-elles prévisibles? Eh bien, si vous avez envie d'en savoir plus, venez poser vos questions à 2 spécialistes, le tectonicien Olivier Dauteuil, spécialiste de la déformation en Bretagne, et le géologue Philippe Ster de l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes. Mais vous êtes tous là pour voir et entendre Hubert Reeves. Hubert, si tu veux bien me rejoindre. Nous le faisons à la québécoise, à la demande d'Hubert. On se tutoie comme dans la vie. Je ne vais pas encore lui redire le bonheur que nous avons à l'avoir avec nous. À chaque fois, c'est une vraie joie. Alors, pour vous parler d'Hubert Reeves, si je vous dis qu'Hubert Reeves est né à Montréal, qu'il est astrophysicien, qu'il enseigne la cosmologie à Montréal et à Paris, qu'il est aussi écologiste, membre de France Nature Environnement, de l'Institut québécois de la biodiversité. Il est aussi président depuis 2001 de ce qui s'appelait auparavant la Ligue Rock pour la préservation de la faune sauvage, qui est devenue maintenant Humanité et Biodiversité en 2012. Je crois que tu en parleras à la fin de la conférence. Oui, absolument. On va revenir sur ces questions tout à l'heure. Et puis tu as quelques documents pour ceux qui seraient intéressés. Tout à fait. Voilà. Si je vous dis aussi qu'il est l'auteur de nombreux livres, la plupart publiés au Seuil. Alors, il y a de très beaux titres, Patience dans l'azur, Poussière d'étoiles, Mal de terre, Chronique cosmique, et puis aussi L'univers expliqué à mes petits-enfants, pour ne citer que ceux-là. D'ailleurs, vous allez les voir encore, si vous le souhaitez, tout à l'heure. La libraire qui est arrivée à 17h tout à l'heure, et Hubert a déjà signé le dernier livre dont on va parler dans un instant, mais elle en a apporté d'autres, des plus anciens. Donc si vous avez envie tout à l'heure de vous faire dédicacer un livre, je crois qu'Hubert acceptera, s'il n'est pas trop fatigué, d'en faire encore un petit peu. Alors, si je vous dis aussi qu'il participe à des spectacles, à des films scientifiques, des spectacles en particulier avec son fils Benoît, qu'en plus d'être un grand scientifique, il est un merveilleux conteur. Vous allez me dire qu'il y a longtemps que vous savez tout cela, et vous avez raison. Que puis-je vous dire alors pour peut-être vous surprendre?
je sais pas, que l'astéroïde SL6 porte le nom d'Hubert Reeves par décision de l'Union astronomique internationale. Je suis même sûre que vous le savez aussi. Qu'Hubert est un grand mélomane, qu'il chante même dans une chorale, et qu'il affectionne également, ça vous le savez peut-être pas, les histoires drôles et les devinettes. Hier, pendant tout le repas, il nous a collé avec cette devinette. Impossible. On avait vraiment... Enfin, si, il y en a quelques-uns qui ont bien répondu. Voilà. Et puis, vous le savez aussi peut-être, parce que ça a été dit dans la presse, et puis on en est tellement fiers qu'on en parle partout, Hubert Reeves est le parrain du planétarium de l'Espace des Sciences de Rennes depuis le début. Et d'ailleurs, ses plus proches filleuls sont là sur le premier rang auprès du président de l'Espace des Sciences et du directeur de l'Espace des Sciences. Donc Hubert était déjà des nôtres hier, puisque nous avons inauguré le nouveau planétarium, un planétarium refait à neuf. Vous savez qu'il a été fermé pendant quelques mois pour tous ses travaux, et qui vous permettra, dès le mois d'avril, de voir des images en relief. Et c'est le premier planétarium en France à posséder cette technologie qui permet de faire des séances en temps réel. C'est le 3e planétarium en Europe qui existe avec cette technologie. Les autres, c'est Barcelone et Varsovie. Et je crois même qu'eux ne font pas de choses en temps réel. Alors voilà, on est fiers de ça. On est heureux que tu l'aies inauguré. Et évidemment, on a fait une démonstration à Hubert. Alors j'aimerais qu'il vous dise directement son ressenti. Vous imaginez qu'Hubert Reeves connaît les planétariums du monde entier, je pense. Hubert. Oui. Bonsoir. D'abord, je voudrais demander qu'on baisse les lumières. Je crois qu'on avait convenu d'avoir un éclairage qui n'était pas cet éclairage super brillant. J'aime bien voir les yeux des gens, encore un petit peu moins. Ils ont essayé de remonter la lumière, les tricheurs. Oui, alors j'ai été vraiment très impressionné par ce planétarium, je vous le conseille. Je peux dire que c'est le plus beau spectacle de planétarium que j'ai vu. Et j'en ai vu beaucoup. Non seulement parce qu'il a cette qualité de 3 dimensions qui donne vraiment quelque chose d'impressionnant, mais aussi parce que ceux qui le font ont eu à cœur de garder une dimension poétique au spectacle. Et ça, c'est important et ce n'est pas toujours le cas. Je connais beaucoup de spectacles scientifiques où, au contraire, on exagère sur les nombres, on vous en met plein la vue, on vous énerve en vous disant « formidable, etc., fantastique », fantastique, comme on dit aux États-Unis. Non, celui-là, il a ce calme, cette paix, cette sérénité qui vous met dans une bonne ambiance pour essayer de comprendre quelque chose, d'apprécier quelque chose et puis de goûter aussi la beauté des images qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc, félicitations à ceux qui ont organisé ce spectacle et puis je vous invite tous à le voir. Il est vraiment bien. Et particulièrement bravo à Bruno Mauguin et à Priscilla Abraham, qui sont les 2 responsables du planétarium. Et Priscilla, arrête de pleurer à chaque fois qu'Hubert te fait des compliments. Hein. Voilà, je crois que c'était vraiment un beau moment et vous aurez plaisir à découvrir effectivement ce planétarium où on peut presque toucher, attraper les étoiles avec ses mains. Ça, ce sera donc seulement à partir du mois d'avril parce que c'est très, très compliqué à mettre au point. C'est un énorme travail qu'ils ont fait là. Alors, ce soir, Hubert, tu as donné le même titre à cette conférence que le titre de ton dernier livre qui est paru en septembre, je crois, 2013. Septembre, oui. Et qui s'intitule très joliment « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve » et qui est en fait une phrase d'un poète. Poète allemand qui s'appelle Hölderlin, poète du début du 19e siècle. Et j'ai trouvé que le titre était bien parce qu'à la fois, il faut être réaliste, il faut voir où en sont les choses et les choses ne vont pas bien, il faut bien le dire. Donc là où croit le péril, il y a le péril qui est en croissance, mais il y a aussi des choses qui se passent et qui veulent contrecarrer ce péril. Là aussi croit ce qui sauve et c'est important de le dire, de le faire savoir. Nous ne sommes pas dans une lutte perdue, nous sommes dans une véritable lutte, dans un véritable conflit, mais il y a des choses intéressantes qui se passent et qui commencent, c'est pas récent. On a souvent l'impression que les problèmes écologiques, environnementaux, c'est récent. Non. Le début de la lutte sérieuse contre cette
tendance des êtres humains à détériorer leur planète, qui est réelle, ça date de 1875-1880. Je vais en parler plus en détail. Et ça croît progressivement. Et maintenant, ça prend une grande ampleur qui permet de dire, là aussi, croît ce qui sauve. Ce que ça donnera, personne ne le sait. Personne ne sait comment sera cette planète dans 30 ans ou dans 50 ans. Ça pourrait être bien mieux, ça pourrait être bien pire. Tout dépend de décisions qui se prennent maintenant. Ça, il faut le savoir. Nous sommes en milieu d'un conflit, d'une confrontation entre deux tendances opposées. La détérioration qui se poursuit rapidement dans les forêts, le réchauffement climatique, vous avez tous entendu parler de ça, l'érosion de la biodiversité, tout cela. Mais en même temps, un peu partout, les mouvements se lèvent et essaient de vaincre et s'opposent et quelquefois victorieusement à ces tendances. Donc, il faut bien se mettre qu'on est dans l'esprit de quelque chose d'assez critique qui se passe en ce moment et qui vaut la peine qu'on s'y mette soi-même. Et je vais justement parler tout à l'heure de ce qu'on appelle, ce qu'avec notre Ligue, nous proposons comme geste concret, ce que nous appelons des oasis nature. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, on va écouter la conférence d'Hubert Reeves. Après, il y aura peut-être quelques questions. Moi, j'ai lu le livre, j'aurai peut-être quelques questions à lui poser sur le livre. Mais vous le savez, je vous donne toujours la priorité pour les questions parce que je pense que c'est le plus important. Donc, nous allons retrouver Hubert tout à l'heure. Pour cela, auparavant, je voudrais quand même remercier toutes les équipes de l'Espace des Sciences, bien sûr, mais aussi les équipes des Champs Libres qui nous ont beaucoup aidés pour organiser cette conférence. C'est pas simple quand il y a énormément de demandes. Donc merci à Tatiana, à toute son équipe, à l'équipe du CREA qui est en régie et qui enregistre cette émission et qui nous permet qu'elle soit diffusée en même temps sur le site de l'Espace des Sciences. Puis ensuite, vous pourrez bien sûr la revoir comme la plupart de nos conférences que vous trouvez dans nos archives. Voilà, et je voudrais remercier toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer cette soirée. Et puis je voudrais saluer dans la salle la présence d'Evelyne, la fille d'Hubert, qui est avec nous ce soir avec son compagnon. Et je suis sûre qu'Hubert, ça lui fait encore plus plaisir d'être là ce soir et de parler devant toi, Evelyne. Voilà, très très bonne soirée à tous et à tout à l'heure pour les questions. Alors, je voudrais parler d'abord de ce qu'il y a, pourquoi on met ensemble, pourquoi dans ma vie, j'ai mis ensemble astronomie, que je fais depuis de nombreuses années, et écologie. Quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie? Eh bien, il y a le rapport suivant. L'astronomie, les sciences en général, nous parlent d'une question qui nous touche tous. D'où venons-nous? Comment est-ce qu'on en est arrivé à être vivant, à être sur la Terre, à être ici aujourd'hui? Quel est le passé? Quelles sont les origines, les événements qui ont amené l'existence des animaux, de la vie, des êtres humains et tout cela? Ça, c'est l'astronomie, c'est les sciences en général, la biologie. La biologie, l'astronomie nous disent le passé. Comment on en est venu à être ici? Il y a des choses intéressantes qui nous ont été apportées tout au long des siècles derniers. Nous connaissons de plus en plus la réponse à ces questions. Nous sommes loin d'avoir toutes les réponses, bien sûr, mais nous connaissons beaucoup de choses sur ces questions. L'écologie, c'est quoi? L'écologie, c'est dire, d'accord, vous êtes arrivés ici, nous sommes arrivés là, comment y rester d'une façon acceptable? C'est ce que nous sommes aujourd'hui est sérieusement menacé par un ensemble d'événements qui sont reliés à la nature humaine, qui sont reliés aux humains, qui menacent sérieusement notre avenir. Quoi faire? Comment essayer de rester ici dans des bonnes conditions? Donc, l'astronomie, c'est le passé. Comment on en est arrivé à être ici? L'écologie, c'est le futur. Comment y rester dans des bonnes conditions? Donc, en résumé, c'est pourquoi je me suis intéressé longtemps à l'astronomie et puis progressivement, j'ai pris conscience justement, comme vous tous, dans ces dernières années, du fait que la situation se détériore,
Quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé à enseigner, on ne parlait pas d'écologie, ce n'était pas un mot qui était connu, environnement, ce n'était pas connu. On était positif, on voyait l'avenir avec une certaine confiance, on ne sentait pas cette menace qui pèse sur nous. Progressivement, j'ai senti cela, et puis j'ai commencé à avoir des enfants et des petits-enfants. D'ailleurs, je salue Elsa qui est ici avec sa maman. Et je me suis dit, il faut essayer que l'avenir soit aussi beau pour nos enfants et nos petits-enfants qu'il l'a été pour nous. C'est ça, un peu l'objectif. Alors, cette conférence, je vais la commencer en vous parlant de certains événements par lesquels des découvertes scientifiques faites avec des instruments scientifiques ordinaires ont apporté des résultats dont l'importance dépasse énormément le cadre, le contexte purement scientifique et touche à toute la pensée humaine, qui influence toute la pensée humaine, la philosophie et bien au-delà. Eh bien, il y a l'exemple typique, c'est passé il y a 400 ans, quand Galilée a, pour la première fois, avec un petit télescope bien inférieur à ceux des amateurs d'aujourd'hui, a pu montrer que la Terre n'est pas le centre du monde. Vous voyez jusqu'à quel point cette idée qui est apparue comme cela, grâce à ces observations, a révolutionné toute la pensée humaine, toute la philosophie humaine. Alors, je vais vous montrer, avant Galilée, jusqu'à récemment, on admettait, la plupart des gens un peu partout, admettaient que la Terre... Ah, attendez. Est-ce que je vais avoir besoin d'aide?